Bonjour à tous et à toutes, contente de vous savoir nombreux pour ce 6e numéro. Une actualité africaine des plus mouvementées. Des clashs, des incarcérations jugées arbitraires, des attentats, des évacuations sanitaires qui créent la polémique. On regarde tout ça après le générique. Pas les mêmes chances. Au Nigeria, la femme du président Muhammadu Buhari était au cœur d'une polémique cette semaine après son évacuation sanitaire à Dubaï pour traiter une douleur au cou. Un voyage médical qui a suscité les réactions des Nigérians qui critiquent directement le pouvoir du président. Les critiques évoquent une violation des vols internationaux en ces temps de coronavirus, sauf pour les urgences et le rapatriement des Nigérians. Les Nigérians se demandent s'il n'y a pas de physiothérapeute compétent dans le pays pour traiter une simple douleur au cou. Aïcha Buhari prétend avoir ressenti cette douleur après un voyage entre Abuja et Lagos. Cette énième évacuation sanitaire de dignitaires africains à l'étranger relance le débat sur la gestion de nos hôpitaux et sur les compétences de nos médecins. Pour rappel, le président nigérien avait passé près de 4 mois à Londres pour un traitement médical dont la nature est jusqu'alors restée secrète. Il avait avant cette hospitalisation été reçu dans une autre unité de Londres pour une infection à l'oreille. Cette manière de faire pour les dirigeants supposés au service du peuple laisse clairement entendre que nous n'avons pas les mêmes chances. Pour ceux, en tout cas, qui ne peuvent pas se payer le luxe d'une évacuation. Il faudra compter sur les prières divines, d'autant plus que leur aller et venue en Occident pour des traitements médicaux laisse penser que nos hôpitaux sont des mouroirs. Oumaro Embalo, le président de la Guinée-Bissau, l'avouait d'ailleurs à demi-mot sur un plateau télé. Vous avez de la chance, vous, de venir, et on voit de plus en plus les chefs d'État africains venir en France se soigner. Ça ne vous gêne pas de vous dire que des milliers de personnes, des millions de personnes comme vous ne peuvent pas venir et souffrent peut-être des mêmes maux? Est-ce qu'il ne faudrait pas développer les hôpitaux sur place? Moi, c'est parmi mes premiers projets de développer un hôpital de référence en Guinée-Bissau. Mais moi, ça fait 20 ans que je viens soigner en France. Donc, ce n'est pas parce que je suis chef d'État que je vais faire mes contrôles médicaux en France. Mais c'est dans mes premières lignes de pensée de bâtir un hôpital de référence en Guinée-Bissau. C'est une promesse? Vous bâtirez un hôpital? Parce que peut-être qu'il faudrait que chaque chef d'État qui arrive puisse en bâtir pour qu'on puisse avoir un cadre de santé adéquat. Ce n'est pas une promesse, c'est une chose que je vais faire dans les médias. C'est le Covid qui a un peu empêché le démarrage de cet grand ouvrage en Guinée-Bissau. Je vous souhaite un système immunitaire résistant. Le torchon brûle entre les familles Kosseré et Makosso. Le fils de l'une ayant épousé la fille de l'autre, on pouvait s'attendre à une entente entre les deux familles. Surtout après le décès le 28 mars dernier de Tatiana Kosseré, l'épouse du prédicateur ivoirien Camille Makosso, dit général Makosso. En bref, le général est accusé par sa belle famille d'avoir tué sa femme. Ce que ce dernier a toujours démenti de toutes ses forces. Cependant, l'étau semble se resserrer autour du général qui doit faire face à ces accusations très graves. Selon la famille maternelle de la défunte, Tatiana serait morte des suites de violences conjugales. La famille prétend avoir relevé sur le corps de leur fille des signes de violence, de souffrance et de nombreuses blessures et pense visiblement que son décès soit consécutif à une action violente. Dans le communiqué paru sur les réseaux sociaux, il est question également de kidnapping. Ils disent entre autres que Camille Makosso avait enlevé Tatiana alors qu'elle venait d'être reçue avec mention au baccalauréat. Il aurait réapparu avec elle 10 ans plus tard avec 2 enfants et une grossesse en cours. Et pour montrer leur détermination dans le suivi de ce dossier, ils comptent non seulement déposer une plainte au tribunal de première instance d'Abidjan, mais aussi devant le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Genève en Suisse, la Ligue des droits humains, The International Alliance of Women et les structures continentales et locales des droits humains. Camille Makosso, de son côté, n'a pas tardé à réagir et a tenu des propos pas très tendres envers son ex-belle-mère. Lova, comme tu es bête, tu es né bête et tu vas mourir bête et célibataire, je vais te répondre. Et a tenu à démontrer que l'argumentation de la partie accusatrice ne tenait pas la route, en rappelant qu'une autopsie est pratiquée par un médecin légiste et que la famille ne peut donc pas prétendre avoir relevé des marques de violence.
La famille dit avoir vu leur fille en novembre 2019 avec des marques de bleu et dents cassées. L'accusé a tenu à montrer des photos postées sur Facebook correspondant à toute la période de novembre 2019. C'est vous dire son abnégation pour faire savoir que sa femme n'avait pas l'air malheureuse et qu'elle n'avait aucun signe de violence et que même le couple ne se trouvait pas à Abidjan. Le feuilleton est loin d'être terminé. Au Burundi, 3 personnes ont été condamnées à 30 ans de prison pour avoir jeté des pierres sur le convoi présidentiel. La sentence a été prononcée dimanche dernier en l'absence des avocats des mis en cause. Les accusés sont 2 hommes et une femme. Tous les 3 travaillaient dans une station-service au moment où le convoi présidentiel passait. À leur procès, ils ont plaidé non coupables. Le colonel Rémi Sishahayo, gouverneur de la province où les faits ont eu lieu, a déclaré que ces jeunes, qu'il a qualifiés de bandits, ont tenté de faire une embuscade en lançant des pierres sur la colonne présidentielle. Selon les médias locaux au Burundi, 5 personnes auraient d'abord été arrêtées avant que 2 d'entre elles ne soient relâchées, après un bref interrogatoire. Le gouverneur a précisé les 3 inculpés pouvaient faire appel de la décision et dans le même temps dit que ces jeunes vont apprendre qu'il y a des choses qu'il faut respecter, surtout la colonne présidentielle. Évariste Ndayishimiye a été élu président le 20 mai dernier et avait pris ses fonctions après la mort soudaine de son prédécesseur, Pierre Nkurunziza. Dans le reste de l'actualité africaine, on déplore cette attaque terroriste à Kouré, au Niger, qui a fait 8 morts, dont 2 Nigérians et 6 Français, des touristes. Des individus armés ont attaqué le véhicule à bord duquel ils se trouvaient. L'attaque s'est produite dimanche vers 10h30 à 6 km à l'est de la localité de Kouré, qui se trouve à 1 heure de route de Niamey, la capitale. Un drame d'une horreur violente. La plupart des victimes ont été abattues par balles et une femme qui a réussi à s'enfuir a été rattrapée et égorgée. Mewé, la star de la musique ivoirienne, a cette semaine, dans la foulée des réactions suscitées par l'annonce de la candidature à un 3e mandat d'Alassane Ouattara, publié une vidéo dans laquelle il demande au président de renoncer à sa volonté. Car selon lui, le peuple qu'il a apporté au pouvoir pourrait lui manquer de respect. Des artistes engagés, l'Afrique en a besoin. Le président tchadien au pouvoir depuis 30 ans a cette semaine été élevé au rang de maréchal. Après donc Mobutu et Bokassa avant lui, Déby est donc le nouveau maréchal président africain. Le sens des priorités n'est visiblement pas africain. Le tribunal islamique du Nigeria. Au Nigeria, le tribunal islamique de Kano a condamné un jeune artiste musicien de 22 ans à mort pour blasphème contre le prophète dans une de ses chansons. Son domicile avait été incendié lors de la sortie de sa chanson. Au cours de son procès, l'artiste a plaidé coupable espérant avoir une peine plus clémente. Hélas. Ainsi s'achève le numéro 6 du récap. Abonnez-vous, partagez et à bientôt.